Aux dernières élections, la CAQ promettait de devenir un employeur de choix et de chouchouter son personnel soignant. Finalement, ils ont plutôt décidé de leur offrir rien pantoute. Vous écoutez Réseau Enfer. Salut la gang, bienvenue dans ce nouvel épisode de Réseau Enfer, le podcast où les employés du réseau viennent ventiler sans filtre et sans tabou. Je sais pas pour vous, mais moi, je me rappelle de mes débuts comme infirmier. Tu veux changer le monde, tu veux faire une différence, aider les plus vulnérables, ça devient une partie de ton identité. Tu es un soignant, une personne patiente, généreuse, altruiste. Au fil des ans, tu réalises que oui, tu as un impact positif, mais la belle aventure humaine dont tu rêvais, ben, c'est autre chose un peu. Tu constates que même au Québec, tu en as beaucoup de la misère humaine, que c'est pas tout le monde qui veut ou qui apprécie que tu les soignes, et surtout les façons dont tu pensais être valorisé, la reconnaissance professionnelle, les merci, les encouragements sincères, le sentiment du devoir accompli, tu en reçois bien peu. Et le prix à payer pour pratiquer ton métier est élevé. Beaucoup de sacrifices dans ta vie personnelle. Pour ton employeur, tu es un numéro, certains disent même du bétail. Puis les conditions dans lesquelles tu pratiques te donnent pas exactement le sentiment du devoir accompli. Tu te dis plutôt, ben, j'ai fait de mon mieux. Est-ce que c'est normal? Une chose est sûre, ça pourrait clairement être mieux. Daphné est une infirmière clinicienne en santé mentale. Malgré la présence d'une clientèle instable psychologiquement et souvent violente, la pire partie de son travail n'est pas de soigner ses patients, ni de participer à un code blanc. Loin de là. Pour Daphné, la maltraitance organisationnelle et les relations toxiques entre collègues sont bien pires. Dans cet épisode, elle se confie à nous et nous raconte son quotidien dans un environnement malsain. Salut Daphné, merci de ta participation à Réseau Enfer. Ben, merci beaucoup du bel accueil. Ça fait plaisir. Peut-être te présenter ton parcours professionnel à nos auditeurs. OK. Moi, je suis infirmière clinicienne. Mon parcours académique, comme bien des gens, là, j'ai commencé par une technique au cégep. Par la suite, j'ai obtenu mon bac. Puis j'ai décidé d'aller me spécialiser là, encore plus à l'université par après. Au niveau professionnel, j'ai fait quand même divers milieux. J'ai fait de l'hémodialyse, de la résidence pour personnes âgées, un peu de pharmacie communautaire, de la psychiatrie. Fait que je me suis promenée là, à travers plusieurs départements, là, autant en milieu communautaire qu'à l'hôpital même. Là. Un coup de cœur sur tous ces milieux-là. Ben, c'est sûr que mon dada en ce moment, je sais pas si jusqu'à la fin de ma carrière, ça va être ça, mais pour le moment, c'est la santé mentale. C'est aussi dans ça que j'ai décidé de me spécialiser. Fait que pour le moment, je dirais que c'est mon coup de cœur. Là. Puis c'est d'actualité dans tous les départements, la santé mentale. Hein. Exactement, exactement. On en trouve partout, là, même si c'est pas nécessairement hospice en psychiatrie, là, il y en a partout maintenant. Super. Ben, on va commencer les petites questions amuse-gueule pour apprendre à te Mhm. connaître. Puis il y a des questions un petit peu ludiques là-dedans. Premièrement, je sais que tu suis mon podcast depuis le tout début, je pense. Lequel est ton épisode préféré? Euh, ben, il faut que j'avoue que le tout dernier, là, j'ai pas encore eu la chance là, de OK. l'écouter avec mon horaire bien chargé. Mais sinon, je dirais que celui qui m'a peut-être rejoint le plus ou chamboulé, si on veut, c'est l'infirmière qui a décidé de changer de carrière.
suite à un épuisement professionnel, burn-out. Ça m'a beaucoup touchée, puis ça m'a parlé aussi parce qu'on dirait que parfois, c'est un peu ce que je ressens, là. Oui, ben, on parlait de santé mentale, justement. Mhm. C'est important d'être à l'écoute de nos signes. Oui, puis je dirais qu'infirmière, on est très cordonnier mal chaussé pour ça, là. Puis en même temps, on est très à risque. Mhm. Ben, Ouais. d'ailleurs, j'y avais posé cette question-là, la prochaine que je vais te poser. Es-tu le genre d'infirmière capable de dire non aux patients, aux employeurs, aux collègues? Ben, j'arrive de plus en plus à dire non, mais j'ai beaucoup de difficultés. Je suis comme reconnue pour être, surtout avec l'employeur, là, celle qui a de la misère à refuser le temps supplémentaire. Ah ouais. Mais, tu sais, veux pas, si je refuse pas, je vais travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que, Oui, puis parce c'est, que ouais. ils vont pas dans la modération d'habitude quand ils ont des demandes. Oh que non, oh que non. Une chose que tu fais après une journée stressante. Moi, je marche. Je suis une grande, grande marcheuse, surtout en nature. Je dirais que ma routine, c'est que je marche à chaque jour. J'en ai besoin pour décompresser, me vider la tête. Je suis quelqu'un aussi de très sportif. Je dirais que le sport, ça m'aide énormément à canaliser le stress puis les grosses journées, là. Puis en plus, c'est sain. Oui, C'est parfait. Si le réseau de la santé était un film, ce serait quoi le titre? ouf. Difficile à dire, mais en tout cas, ça serait certainement pas un beau roman d'amour ni une belle comédie, là. Je dirais pas mal plus un Zombieland ou quelque chose du genre, là. Quand j'ai écrit la question, j'avais en tête le Titanic. Ah, ben oui, c'est vrai que on pourrait dire que oui, c'est un petit peu moins romantique par contre, je dirais, là. Ouais, pas mal. Ouais, Ton anecdote infirmière la plus drôle. la plus drôle. Comme ça, il n'y en a aucune qui me vienne vraiment en tête, mais je OK. dirais que les moments les plus drôles, souvent, c'est quand toute l'équipe est vraiment fatiguée au bout du rouleau, que tout a mal, que tout a mal été durant le corps de travail, puis là, on se ramasse à la fin du corps dans le poste, puis on fait juste partir à rire parce qu'on se dit qu'on a passé une méchante soirée, mais on y est arrivé. Ça fait des beaux moments, puis c'est Oui, de ça que tu te souviens. ouais, c'est quand le stress puis la pression relâche, puis que il y a personne qui a été blessé. Finalement, tous les patients sont en sécurité. On est juste heureux d'avoir passé au travers. Souvent, on prénomme les unités ou ces journées-là Bagdad ou le Vietnam un petit peu pour Pour dire que s'amuser, là. c'est le chaos. Oui, exact. Est-ce qu'il y a des moments de tristesse dont tu te souviens que tu voudrais nous partager? Parce veut pas, on voit beaucoup de situations qui sont tristes. Oui, c'est sûr qu'il y a énormément de situations tristes. C'est sûr qu'en santé mentale, veut pas, parfois on a des plus jeunes ou des mamans aussi. Là. Moi, je dirais que les mamans, ça me touche beaucoup, là, souvent après les accouchements, que parfois les problématiques de santé mentale reprennent le dessus, puis là, parfois ils reconnaissent pas leur enfant, puis ils sont vraiment dans un autre monde. Je dirais que ça me secoue beaucoup. Ça me secoue beaucoup. Mais il y a plusieurs situations tristes que l'on voit autant chez les plus âgés que chez les plus jeunes. Puis c'est là qu'on voit à quel point personne n'est à l'abri là, d'avoir une problématique de santé mentale, là. Oui, exactement. Et d'ailleurs, est-ce que tu apportes ta vie professionnelle à la maison des fois? Oui, j'ai de la misère à faire un détachement. Beaucoup, ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler énormément. Mais c'est sûr que ça nous trotte dans la tête. Puis, veux pas, c'est quand même des patients que je revois pendant un Mhm. petit bout. Fait que la chronicité fait en sorte qu'il y a un attachement peut-être un petit peu plus fort qui se crée là, par rapport à une autre unité de soins là, qui est plus des soins aigus, là.
Est-ce que ta profession est plus une source de stress ou d'accomplissement? Je dirais qu'en ce moment, à cause des conditions actuelles, je dirais plus une source de stress. Mais en même temps, je vais vraiment chercher un certain accomplissement personnel. Mais ça serait difficile à partager, mais je pense que le stress prend une plus grosse part en ce moment. Ben, s'il n'y avait aucun des deux, sûrement que tu aurais déjà changé de profession. Exactement, exact. Préfères-tu un bon fou rire entre collègues ou une pause complète? Ah, un fou rire, définitivement. Définitivement. Oui. OK. On va passer au segment qui décrit un peu les conditions de pratique sur ton département. Comment tu les décrirais, ces conditions de pratique, comme infirmière sur ton département? Ben, je dirais que là, je vais comme naviguer entre deux départements, étant donné que je fais beaucoup de deux OK. départements. Euh, je dirais que depuis la COVID, on voit vraiment une détérioration des conditions, là. Je sais qu'on est plusieurs à le répéter, mais on voit vraiment là, une différence flagrante, surtout là à cause des fameuses coupures budgétaires qui ne sont pas censées impacter nos patients, mais qui les impactent. Dans le fond, par exemple, certaines pratiques maintenant, c'est d'augmenter les ratios patients-soignants. Donc, on a encore plus de patients à notre charge. Aussi, c'est de substituer des corps de travail. Donc, par exemple, ça devrait être une infirmière, mais à la place, on la substitue par un préposé. C'est absolument rien pour. Moi, je veux rien enlever au préposé, mais sauf que le préposé ne pourra pas administrer de soins, donner certains médicaments. Donc, on ne Ouais. peut pas substituer tous les corps de travail. Ça ne fonctionne pas là, comme ça. Parce que Euh, leur objectif, dans le fond, c'est de couper du personnel. Couper du personnel, couper aussi dans le budget, étant donné que c'est sûr qu'un salaire d'infirmière est plus élevé qu'un salaire de préposé. Là, sont même rendus à couper, à regarder notre consommation de verres jetables à chaque corps de travail. Ils veulent instaurer des verres en plastique qu'on lave avec la cuisine, alors qu'on a des patients super désorientés que souvent ils savent pas où aller dans leur chambre. Mais à chaque Ben fois, ouais. il faudrait leur demander d'aller chercher leur verre à leur chambre. Fait que ce qui se produit, c'est que les patients se fâchent puis ils veulent pas prendre leurs médicaments. C'est exactement ça qui se passe en ce moment. Puis, Euh, sans oui, compter que c'est qui va les laver, ces verres-là, quand ils vont, quand ils vont ex- avoir des... exactement. Donc, c'était un petit peu des aberrations comme ça. Mhm. Une autre chose aussi qui m'avait vraiment titillée, puis pour lequel là, la sécurité des soignants avait vraiment été mise en jeu selon moi, c'est que nous, sur mon département, chaque vendredi, on reçoit un fameux suivi pour nous donner un petit peu un compte-rendu de comment la semaine a été et bien entendu le manque de personnel pour la fin de semaine. Puis là, vendredi, en fin d'après-midi à 16 heures, donc quand les patrons partent, on reçoit un avis comme quoi nos boutons d'urgence ne fonctionnent plus. Donc, ça, c'est ce qui nous permet justement d'appeler les agents de sécurité quand il y a un code ou quand il y a un usager agressif. Ne fonctionneront plus pour toute la fin de semaine. Donc, les patrons nous ont acheté des sifflets. Mais dans ma tête, c'était inconcevable de siffler à tue-tête devant un patient alors qu'il est super agressif. Mais Mhm. pour eux, c'était la solution, là. Donc, toute la fin de semaine, heureusement, il n'est pas arrivé de situation dramatique. Mais je trouvais ça complètement aberrant qu'on nous laisse comme ça. Puis, C'était un gros... C'était un gros risque inutile. exactement. Puis, même que moi, j'étais tellement un petit peu scandalisée de cette pratique-là que j'ai décidé d'appeler aux normes du travail à la CNESST Ah pour oui? dénoncer justement cette pratique-là. Puis, eux, ils étaient fermés le week-end. Donc, j'ai juste pu les rejoindre le lundi. Puis là, le lundi, justement, il y avait des réparateurs au niveau des boutons panique. La CNSST m'a répondu que comme il était en train de régler la situation, ma déposition, il ne pouvait pas la prendre.
Donc, c'était correct qu'on ait passé toute la fin de semaine comme ça parce que là, ils réglaient la problématique. Fait que c'est... Ouais. Ouais, puis dans le fond, toi, ce que tu aurais demandé, c'est que ça se répare tout de suite. Il n'y avait pas d'autre alternative Mhm. pour toi? Oui, ou au moins là, qu'il y ait une enquête ou quelque chose qui soit fait à cet OK, effet-là pour pas que ça se reproduise parce que ça s'est reproduit. évidemment. Mhm. Puis si on parle de la sécurité du personnel, est-ce que c'est un problème habituellement quand l'équipement fonctionne bien? Ben, je vous dirais que c'est sûr qu'on se mentira pas qu'en psychiatrie, il y a toujours un risque, comme n'importe où d'ailleurs. Mhm. Je dirais que où le risque est augmenté, c'est que dans le fond, nous maintenant, on avait des agents d'intervention qui étaient tout le temps en permanence sur l'unité. Donc, c'est des personnes qui sont un peu spécialisées avec l'approche Oméga à intervenir, à pacifier. Puis leur présence, depuis qu'ils sont là, fait une énorme différence auprès des patients. Puis, il y avait deux postes. Dans le fond, on avait deux agents d'intervention par corps. Puis, il y a un poste qui a été coupé. Donc, maintenant, on a seulement un agent d'intervention par corps. Donc, cette coupure-là, oui, on ressent là, dans le fond, une différence là, au niveau de la sécurité du personnel. Parce que, bien entendu, quand il y a un agent d'intervention qui part en dîner, qui part en pause, il est pas couvert par un deuxième. Puis cet agent-là est appelé à couvrir tous les codes blancs dans l'hôpital. Donc, OK, si fait un, qu'il ouais, quitte souvent. il quitte souvent. Donc, au moins avant, quand on en avait deux, on avait plus d'assurance là, qu'il y en ait un qui puisse rester. Donc, c'est sûr qu'on voit une différence, là. Puis quand tu dis que ça a un effet, est-ce que c'est plus un effet dissuasif ou c'est que vos interventions sont plus efficaces? Les deux. Les deux, mais je dirais, moi, le gros avantage que je vois, c'est dissuasif. Puis, dans le fond, souvent, c'est aussi des agents qui vont aller, par exemple, jouer au ping-pong avec les usagers ou Ah, les divertir, aller au gym avec eux, ces choses-là. Fait que ça permet justement de focuser sur leur attention autrement parce que parfois, nous, en tant que soignants, on a moins le temps de faire ça. Donc, ça amène énormément de bienfaits là, aux patients. oui, j'en doute pas, c'est une vraiment bonne idée. Oui, Si je t'amène du côté des TSO, ça a l'air de oui. quoi? L'apocalypse. Ok, tant que ça. Euh, oui. Ben, je dirais que, tu sais, je navigue à travers deux unités. Il y a une unité où est-ce que c'est pas possible, étant donné que c'est juste de jour principalement. Donc, il n'y a pas de TSO comme tel. Par contre, l'autre unité où est-ce que je suis, je dirais que l'unité fonctionne à cause qu'on est tout en TS. Puis sinon, on se ramasse au TSO. Mais c'est pas rare là, que sur ce département-là, on est tout en 16 heures, fait qu'ils peuvent pas garder personne. Puis même, je dirais là, que maintenant, je navigue entre les deux unités, mais il fut une époque où est-ce que tous mes corps de travail, je les prenais en 16 heures pour être sûr de ne pas rester en TSO le corps suivant. 16 heures, c'est vraiment beaucoup. Nous, sur mon département, c'est plus des 12 heures qu'on essaye de faire. OK. 16 heures, ça doit vouloir dire qu'il y a vraiment un gros problème sur ton département si les gens sont prêts à faire ça Oui, plutôt qu'à prendre la chance de rester. oui, exactement. Une fois, là, un petit peu pour le fun, puis par curiosité, là, il y avait un chef d'équipe et moi, on avait calculé, là, c'était durant la période des fêtes, pendant 2 semaines. C'est sûr que tout corps de travail confondu, il y avait eu 108 TS-TSO en deux Ouch. semaines. Ouais. Puis tu vois, c'est quand même ironique. Ils essaient de sauver de l'argent avec Oui, des petits verres en carton, mais pendant ce temps-là, ils payent des gens à taux et demi, puis des fois à taux double. Quel tu exactement. penses qui est le plus avantageux, là? Mhm, exactement. Il y aurait tellement des moyens plus simples de, dans le fond, d'avoir plus de sous. Puis on dirait qu'ils vont pas voir les soignants, ils vont pas leur demander directement ça serait quoi leur moyen ou leur solution. Fait qu'à la place, ils coupent dans des choses plus essentielles selon moi, là.
Oui, puis le problème de pas consulter le personnel, ça, c'est vraiment généralisé. Moi aussi, j'ai vu Mhm. ça partout où je passais. Est-ce que il y a un problème de rétention sur ton unité, beaucoup de démissions, des arrêts de maladie? À quoi ça ressemble un peu? Oui, énormément. Un gros problème de rétention, d'arrêt maladie. Puis c'est pas, malheureusement, là, un gros malheureusement, c'est pas une unité qui est reconnue pour être accueillante. OK. Donc ça fait fuir énormément de personnes, puis c'est sûr que ça amène à avoir une certaine mauvaise réputation. Donc, il y a peu de gens là, qui veulent se faire orienter. Ça, je pense que c'est une grande problématique. C'est sûr aussi que je dirais que la santé mentale, il y a encore beaucoup de tabous par rapport à ça. Puis, parfois, c'est encore très méconnu là, pour certaines personnes peut-être qui viennent d'ailleurs, que peut-être la santé mentale, c'est un petit peu moins présent dans leur cursus académique. Fait que ça fait aussi en sorte que les gens sont moins attirés, là, peut-être en finissant l'école ou en venant là, au Canada, au Québec, par la santé mentale. Oui, puis est-ce que je me trompe en disant que c'est pas nécessairement pour tout le monde aussi travailler en santé mentale, c'est plus confrontant peut-être que sur une unité de médecine ou de chirurgie? Oui, je suis contente de te l'entendre dire parce que parfois on entend ah, en santé mentale, vous faites pas grand-chose, vous faites juste jaser avec le patient. C'est drôle, j'ai des amis qui m'ont dit ça, sont venus l'essayer en orientation, puis là, ils ont fait mon Dieu que je te lève mon chapeau, c'est pas pour moi. Parce que dans le fond, c'est sûr que c'est vraiment une vocation la santé mentale. Puis c'est sûr que ça s'en vient de plus en plus complexe à cause des drogues. On se cachera pas qu'il y a de plus en plus de cas. Puis il y a de plus en plus de cas de comorbidité de santé mentale aussi, là. Donc on a plusieurs diagnostics qui viennent s'ajouter en plus de la consommation. Tout à fait. Puis dans tout cet environnement-là qui est déjà difficile, en Mhm. plus, les infirmières sont exposées à la violence sous toutes ses formes. Décris-nous un petit peu à quoi ça ressemble sur ton département. C'est sûr que on se cachera pas qu'en santé mentale, parfois oui, il y a des explosions d'agressivité. Mais je dirais par contre là, que je pense que c'est vraiment moins pire que ce que les gens pensent. Oui, ça peut arriver là, qu'on ait des interventions plus musclées, mais on essaye vraiment d'arriver à une pacification avant de se rendre là, puis une reprise de contrôle. C'est sûr que oui, il y a certaines situations où est-ce qu'on n'a pas le choix d'y aller par la force. Souvent, dans ces interventions-là, il va y avoir la salle d'isolement, puis les contentions avec souvent un PRN qu'on offre tout d'abord par la bouche. Puis s'il est refusé, ça va être en injection. C'est sûr qu'après chaque intervention, on prend un moment pour discuter un petit peu là, de comment on a vécu la situation, s'il y avait des améliorations là, qu'on aurait pu faire. Euh, Fait qu'il y a des suivis qui sont faits auprès de ces interventions-là, puis les intervenants qui ont participé. idéalement, dans le meilleur des mondes, c'est ce qui Ouais. devrait se faire. Je dirais que je ne l'ai pas toujours vu. Puis, il faut faire attention aussi parfois de ne pas blâmer certaines personnes dans certaines situations. C'est correct de faire des commentaires, puis des commentaires constructifs. Mais, Faut désolé que ça reste l'expression. constructif. Exact, bâcher le monde pour bâcher le monde, Ouais. ça sert à rien, là. Est-ce que tu dirais que tu vois plus de violence physique de la part des patients ou psychologique entre collègues ou de la maltraitance organisationnelle, quelque chose là-dedans qui prend le dessus pour toi? Personnellement, moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est la violence psychologique entre collègues. Puis c'est ce que je vois le plus. Après ça, je dirais la violence organisationnelle. Puis au bas, je dirais la violence entre patients puis envers le personnel. Vraiment, là, oui. Parce que vous savez comment intervenir avec les patients,
Mais peut-être qu'entre collègues ou quand que ça vient de l'organisation, c'est plus... la ligne est plus floue. Oui, exactement. Puis souvent, entre collègues, c'est que c'est des coups bas ou c'est des Ouais. par en arrière. Tandis que, tu sais, souvent avec les patients, on est capable de se rationaliser puis de se dire, OK, ils sont malades, il y a une problématique. En ce moment, la personne n'est peut-être pas disposée à être empathique, bienveillante envers autrui. Tandis que des collègues de travail, en principe, on est égalitaire, puis on se doit un petit peu de se respecter, là. Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose, une anecdote qui s'est déroulée entre deux collègues, quelque chose que tu as vu peut-être? Ben, je pense que, tu sais, de façon généralisée, c'est beaucoup de personnes qui sont super amies quand ils sont ensemble, mais moindrement que l'autre est pas là, ça va parler un petit peu dans le dos de l'autre. Ah oui. Parfois, des choses que tu apprends que tu n'étais même pas au courant sur toi, tellement c'est loufoque. Tu sais, je prends un exemple, j'ai un collègue de travail que moi, personnellement, je l'avais jamais remarqué. Mais c'est arrivé un corps de travail qu'il est rentré, puis son manteau sentait un petit peu plus le cannabis. Puis là, il y en a une qui a comme parti la grosse rumeur que là, c'était un gros consommateur, puis tout ça, puis même de plusieurs drogues, ces choses-là, à cause qu'elle trouvait qu'il sentait le cannabis. Puis, pour faire une histoire courte, ce collègue-là avait un de ses proches là, qui était en fin de vie, puis qui fumait du cannabis justement pour soulager ses douleurs. Donc, il était à son chevet, puis c'est pour ça qu'il sentait un petit peu plus le cannabis, là. Mais il n'était Wow. pas du tout arrivé intoxiqué là, au travail, mais elle, cette rumeur-là qu'elle avait partie, ça aurait vraiment pu lui faire perdre son emploi, là. Oui, puis ça monte un peu. C'est quoi le dicton? De pas juger un livre par sa couverture. Exactement. Puis je pense que ça aurait peut-être été pertinent de lui en parler, de lui adresser aussi. Mhm. Surtout que c'était pas quelque chose de reconnu, là. C'était peut-être arrivé une fois, là. Puis peut-être, même si ça avait été vrai qu'il y avait eu un problème, peut-être qu'il y aurait eu plus besoin d'aide que de se faire Mhm. parler dans le dos. Exactement, exactement. Est-ce que tous les types de violences sont banalisés dans notre métier? Je veux dire, on en vit beaucoup, on n'en fait plus de cas, il y a peu d'encadrement, peu de ressources consacrées à nous aider là-dedans. Je sais pas ce que tu en penses. Effectivement, c'est sûr qu'il y a une grosse banalisation. Je dirais que peut-être celle qui est la moins banalisée, c'est la violence physique parce que on dirait que les coups, ça se voit, on voit les marques, ces choses-là. Euh, Malheureusement, pour avoir fait divers milieux, je dirais que la violence psychologique, la pire que j'ai vue, c'est vraiment dans le domaine de la santé. Autant on connaît que tout le monde peut avoir des vulnérabilités, puis que la santé mentale, le bien-être, c'est important. Autant que parfois on n'est pas à l'écoute de nous-mêmes, puis qu'il va y avoir du clivage. Puis justement, moi, c'est pas rare que j'ai entendu, bon, elle est encore en arrêt maladie, là. C'est quoi qu'elle a inventé à son médecin? C'est ça, nombreuses fois, je l'ai entendu. Alors que je pense que ça appartient à chaque personne là, de gérer sa santé. Puis si un médecin considère qu'une personne doit être en arrêt de travail, ben c'est correct. Je pense qu'on n'a pas à émettre de jugement là, sur ça. Surtout la collègue qui est pas au courant du tout de ta vie. Exactement. Chacun a un jardin secret, puis on n'est pas Ouais. obligé là, de l'exposer au travail, là. Oui, ça c'est entre collègues. Puis du côté de l'employeur, est-ce que tu as vu qu'on cherchait à te précipiter peut-être ton retour de maladie? Oui, moi personnellement, là, je vais mourir, mais j'ai déjà été en arrêt maladie là, pendant un petit bout, quand même. Puis au moment là, où moi j'avais hâte de revenir, c'est sûr, mais ça faisait quand même pratiquement 6 mois là, que j'étais en arrêt, dû à des conditions familiales aussi difficiles. Puis au moment de revenir, moi j'avais très très hâte. Mais mon médecin voulait vraiment que je revienne de manière graduelle.
Donc, j'ai commencé par un 3 jours par semaine. Puis là, bon, ça avait été accepté par l'employeur, il n'y avait pas de problème. Ensuite de ça, on est passé à un 4 jours par semaine. Puis quand le 4 jours a été demandé, là, l'employeur a commencé à émettre certaines réticences en disant, ben là, est-ce qu'elle est capable de travailler ou elle n'est pas capable? En voulant dire que, ben, un 4 jours par semaine, pourquoi c'est 4 et non 5? Donc, finalement, ce qui est arrivé, c'est que je suis revenue à temps plein directement. J'ai vécu énormément de stress, puis je dirais que même pas un mois après, sur une crise d'anxiété, j'ai démissionné. Ah oui, à ce Ouais, point-là. ouais. Puis cette démission-là, c'est sûr qu'elle m'a coûté très cher. J'ai perdu toute mon ancienneté. Mhm. Puis je pense que si justement l'employeur m'avait laissé peut-être un petit peu plus de temps, puis avait été plus à l'écoute, ça serait pas arrivé non plus. Ben ça, c'est carrément de la maltraitance organisationnelle. Puis on revient encore avec le petit verre d'eau en Mhm. plastique au lieu du jetable. Euh, on focus des énergies sur quelque chose qui coûte quasiment rien, puis pendant ce temps-là, on te perd. Tu sais, ils ont cherché à t'avoir une journée de plus, puis Ouais. au lieu d'avoir ce qu'ils ont voulu, ben, t'as démissionné parce que c'était trop pour toi. Mhm. Puis, tu sais, c'est aussi de la pression de rencontrer le médecin de l'hôpital là-bas. Il y Oui. a plusieurs questionnaires, le bureau de santé qui t'appelle. Fait que c'est tout le temps de remettre en doute un petit peu à quel point tu es malade. Puis, en même temps, ça te met aussi beaucoup à te remettre en question, à dire, mon Dieu, est-ce que c'est moi qui est si faible? Comment ça se fait que je reviens pas? C'est peut-être moi qui est pas normal de pas revenir à 5 jours semaine tout de suite. Oui, Si je peux me permettre aussi en santé mentale, ce que je trouve difficile au niveau de la banalisation, là, même de la violence physique, c'est que, tu sais, pour donner des exemples, là, nous, parfois, veut pas, on est des victimes de coups, oui. d'injures, de menaces de mort, ces choses-là. Puis oui, c'est vrai que parfois il y a un fond de maladie, mais parfois il y a une certaine part de comportement. Puis en tant que soignant, on peut décider de porter plainte. Puis dans ce cas-là, c'est les policiers là, qui viennent vraiment prendre une déposition. Puis par la suite, là, un juge va statuer là, de la responsabilité criminelle ou non d'une personne. Puis souvent, là, on entend les policiers un petit peu banaliser là, ces situations-là. Puis à nombreuses reprises, on s'est fait dire, ben, vous saviez dans quoi vous embarquiez en travaillant en psychiatrie. Puis même qu'on a des policiers qui ont refusé de venir prendre nos dépositions, là, étant donné qu'on était des soignants en psychiatrie. Ah oui, y a-tu une fois qui te semblait plus grave, puis que c'était totalement justifié, puis que malgré ça, les policiers n'ont pas voulu? Ben, il y a plusieurs fois, je dirais, pour des coups. OK. Même des menaces de mort, ces choses-là. Tu sais, je pense qu'en tant que soignant, de plus en plus, on est capable de départager quand c'est vraiment la maladie là, qui fait parler la personne qui prend le dessus versus du gros comportement. Là, parce qu'il y en a du comportement aussi en santé mentale. Puis comme je disais, là, c'est des comorbidités. Donc, il y en a là, des gros troubles de comportement, ces choses-là. Parfois, ça vaut la peine de faire une plainte, même si la plainte, on sait qu'elle ne sera pas prise en considération, étant donné que ça va faire, au bout de la ligne, là, ça va quand même faire un dossier puis une trace là, s'il arrive quelque chose de plus grave. Tout à fait. Puis il faut prendre des moyens pour protéger nos soignants qui sont déjà dans un environnement, bon, on l'a dit, toxique, difficile avec les TSO, avec la violence. Il faut Mhm. prendre des mesures parce que... Puis c'est révoltant en même temps de voir le gouvernement qui est un cordonnier mal chaussé là-dedans, qui fait des publicités sur la santé mentale, la sécurité au travail, puis eux, dans un domaine où c'est vraiment critique, ils sont dans l'inaction. Exactement. Puis là, justement, on a reçu là, un mémo là, de notre syndicat nous informant qu'il y avait un poste en santé et sécurité au travail qui était coupé là, dans toute
Ah non. un petit peu dans chaque secteur. Donc, ça aussi, c'est alarmant, là. C'est rien pour aider, là. Est-ce que tu as hésité avant de participer au podcast ou si pour toi, c'était vraiment important de parler puis dénoncer toutes ces situations-là? Parce qu'il y en a plusieurs qui ont peur des représailles ou qui sont un peu... Ils ont peur d'avoir l'air déloyal. Euh, ben, dans le fond, je dirais que quand j'ai donné mon nom au début, j'étais très confiante, puis je voulais vraiment un petit peu dénoncer là, les aberrances du système. Puis là, plus la date approchait, plus je me remettais peut-être en question, à savoir si j'allais divulguer trop d'informations, si on allait me Ouais. reconnaître, ces choses-là. Mais je pense qu'en même temps, il faut se rallier, puis il faut qu'on trouve une voie pour que les gens nous entendent, puis pour qu'on sente qu'on n'est pas seul non plus, puis qu'il y a de l'espoir, même si parfois on a l'impression qu'il n'y en a pas, là. Je dirais que c'est une cause qui est plus importante que chaque personne individuellement. Mhm. Il faut vraiment qu'il y ait des changements parce que je sais pas comment on va... On n'arrête pas de le dire, ça devient banal de le dire, mais on fonce droit dans le mur, il n'y a plus de relève, les gens qui sont là sont épuisés. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver ensuite? Mhm. C'est aussi, ça m'inquiète beaucoup parce que, tu sais, la relève est de moins en moins là, ou les jeunes qu'on voit restent de moins en moins longtemps. Euh, donc, c'est sûr que c'est inquiétant parce qu'aussi, on est une population vieillissante avec de plus en plus de problèmes de santé. Sincèrement, c'est très inquiétant, là. Oui, puis ceux qui sont le plus proches du plancher pour agir là-dessus, c'est nos chefs d'unité. Puis moi, sur ma feuille, j'ai que tu voulais nous raconter une anecdote sur l'intimidation que tu as reçue de ton ancienne chef d'unité. Oui, donc c'est la chef d'unité, là, un petit peu avant que je donne ma démission. Dans le fond, là, pour faire une histoire courte un petit peu, là, moi, il y avait mon père qui allait au niveau de sa santé, là, c'était très difficile, très précaire aussi. Puis, dans le fond, pendant un quart de travail, là, j'ai appris qu'il était en train de faire un double infarctus. Puis que là, il devait se rendre à l'hôpital, là, mais pas l'hôpital où je travaillais, un autre hôpital plus spécialisé. Fait que c'est sûr que ça m'a beaucoup chamboulé. Puis là, j'en ai informé là, ma chef d'unité en lui mentionnant là, que peut-être j'allais devoir prendre quelques jours là, de congé là, ou de maladie là, pour veiller sur lui. Ce qui est ton droit. Exactement. Puis, tu sais, c'était su là, que mon père avait des gros problèmes de santé qui perduraient dans le temps. Puis, du tac au tac, elle m'a dit, ben, c'est qui me dit que tu me mens pas puis que tout ça est vrai? Fait que pendant ce moment-là, elle avait vraiment remis ma parole en question. Puis finalement, j'avais été quand même à son chevet. Puis pendant mon absence, elle avait demandé à mes collègues de travail de me surveiller plus étroitement. Puis d'aller lui dire, par exemple, s'ils constataient que je faisais des erreurs ou des choses pas correctes, parce qu'elle voulait monter un petit peu un dossier contre moi, là. C'est incroyable. Ouais, Les énergies qu'ils perdent sur des absurdités comme ça. exact. Écoute, qu'est-ce qui serait si ton père était décédé? Est-ce qu'elle t'aurait demandé une preuve puis de voir sa pierre tombale, tu sais, je veux dire? Hmm. Ou jusqu'où ils sont prêts à aller pour monter des dossiers contre des employés qui sont même pas problématiques? Exactement. Puis, tu sais, ça a pris des années, mais cette chef-là, finalement, le syndicat a réussi à avoir assez de preuves pour démontrer toute l'intimidation qu'elle faisait à ses employés. Puis, elle a été démise de ses fonctions. C'est très, très rare que ça arrive, mais ça a quand même pris des années, puis le mal était fait, là. Oui. Puis en fait, moi, j'ai jamais vu ça, une chef démis de ses fonctions. Non. En tout cas, pas officiellement, ça c'est certain. Ben, elle était plus chef d'unité, elle est revenue infirmière. Mais OK. j'imagine pour elle, ça a dû être un coup quand même. Quand même. Moi, c'est mon opinion. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ce serait peut-être le premier changement important qu'il y aurait à faire pour des climats plus sains au travail, d'avoir des chefs d'unité qui sont vraiment orientés personnels, tu sais, qui soient de notre bord. Mhm.
Je pense qu'il faudrait que les chefs d'unité fassent des quarts de travail sur le plancher. Ah, ben ça, je suis d'accord. Que ça soit obligatoire pour qu'ils voient vraiment la réalité du plancher. Oui, puis il n'y a pas un meilleur leader qu'un leader qui montre l'exemple, qui est Mhm. positif malgré que lui aussi est sur le terrain puis qui vit la même chose que ses employés. Exact, parce que malheureusement, en ce moment, les chefs d'unité, puis sincèrement, je prendrais pas leur job nécessairement, mais ils sont souvent cloîtrés dans leur bureau à la recherche de personnel pour combler des quarts de travail. Fait que souvent, c'est pas rare qu'on les voit jamais pendant la journée. Fait que ce qui se passe vraiment sur le terrain, il n'y en a aucune idée. Ils ont juste ce qui se rend à leurs oreilles, les rapports d'accidents, puis Exact. ils n'ont pas la réalité en témoignage comme que tu es en train de le faire. Oui, exactement. Puis souvent, ils ont la réalité de certaines personnes et Oui. non de toute l'équipe. Donc, ça aussi, cette réalité-là est biaisée, là, je pense. Moi, le but de mon podcast, c'est de forcer des changements, de forcer des gens à nous écouter parce que là, personne nous écoute. Mais à partir du moment où on a leur attention, c'est quoi les changements prioritaires que toi tu ferais? Bien, c'est sûr que de consulter plus le personnel soignant sur leurs besoins. Tu sais, là, on le sait là, qu'au centre de toutes les discussions, c'est les coupures de budget. Donc, Oui. peut-être de prendre la proposition des soignants où ça serait possible, peut-être, de couper sans que ça impacte trop les soignants et les patients. Ça, je pense qu'on pourrait leur demander leur avis. Puis où est-ce qu'il faudrait vraiment pas couper? Parce que de un, on se sentirait plus écouté, plus reconnu. Puis je pense vraiment là, qu'il y a des choses dans lesquelles ça serait beaucoup plus simple et facile de couper. Déjà là, ça serait l'étape là, numéro un. Est-ce Euh, que tu as des exemples d'endroits où ce serait pertinent de couper, puis d'endroits où c'est vraiment pas approprié de couper? ben c'est sûr que vraiment pas approprié. Je pense que de mettre tout le temps le personnel à minimum, ben ça crée plus d'épuisement, plus de congés maladie, plus d'accidents. Donc je pense que sans nécessairement être over personnel, c'est important d'avoir un minimum sécuritaire. Parce que Euh, sinon, c'est contre-productif de toute façon. Exactement. Je pense que, tu sais, puis où est-ce qu'on pourrait couper? Moi, ce qui me saute aux yeux en premier, c'est sûr que c'est au niveau de l'alimentation, là, des cabarets. Il y a tellement de pertes, puis de gaspillage, ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est arrivé là, pratiquement des dizaines de cabarets qu'on a jetés là, carrément. Puis, tu sais, Ah oui. je peux comprendre que quand ça va dans la chambre d'un patient, on n'a pas le choix là, par la suite de le jeter parce qu'on ne sait pas si ça a été contaminé. Mais par exemple, nous, en psychiatrie, il n'y a aucun cabaret qui va dans les chambres des patients. Donc, ils se rassemblent tous à la cuisine. Puis, c'est juste que parfois, ça arrive beaucoup qu'on a des congés de fin de semaine, des congés temporaires, ces choses-là. Ben, les cabarets sont pas annulés. Ah, Fait que là, ok. les cabarets, ils viennent. Ce serait facile à éviter, non? Oui, effectivement, il faudrait juste un appel, puis ça pourrait être évité. Mais on dirait que l'information se rend pas ou, tu sais, je prends un exemple, à chaque 2 semaines, on a un souper spécial où est-ce qu'on fait venir du restaurant. Puis la cuisine est tout au courant, là. À chaque 2 semaines, la même journée, souper spécial au restaurant, pas besoin de cabaret. Puis ça arrive une fois sur deux qu'ils nous envoient tous les cabarets quand même. Fait que là, on se ramasse à devoir jeter à peu près une vingtaine de cabarets. Oui, c'est vraiment du gaspillage inutile. Puis Oui. ça, bon, ce gaspillage-là, ces coupures-là affectent pas le patient, mais est-ce que tu as des exemples où ça impacte directement le patient? Ben, c'est sûr que là, de plus en plus, je dirais que, tu sais, oui, là, on rationne au niveau des verres. Mais, tu sais, OK. ça va plus loin que ça, là. Au niveau du matériel, on voit qu'on est en train de couper. Mais c'est juste dans. C'est sûr que de moins en moins qu'on a de personnel, de moins en moins on a de temps avec les patients.
Je dirais aussi, là, j'ai appris justement aujourd'hui, en plus, une mauvaise nouvelle, là, c'est qu'ils font beaucoup de coupures au niveau des activités parce que nous, on a certaines clientèles qui restent très, très longtemps, des années. Mhm. Donc, il y avait certains budgets là, pour, par exemple, aller au cinéma, aller prendre une petite crème glacée. Ces choses-là, étant donné que parfois la psychiatrie, c'est vraiment leur milieu de vie. Puis tous ces budgets-là ont été coupés. Donc, pour pouvoir faire sortir les patients, il faut avoir des dons qui sont quand même très rares, là. Oui, j'imagine. Puis on s'entend que c'est vraiment pertinent. Puis ça doit être très bénéfique pour des patients en santé mentale de pouvoir ventiler un peu puis faire une activité qui les divertit. Oui, puis juste de sortir d'entre leurs quatre Ouais. murs aussi. Parce que on le voit, là, depuis la COVID, il y a énormément d'activités au départ qui ont été coupées à cause des mesures sanitaires. Puis de plus en plus, là, c'est difficile de faire sortir les patients. Avant, là, pratiquement tous nos patients allaient en sortie extérieure. Puis maintenant, là, je dirais qu'il y a peut-être le corps qui y va. Je dirais qu'ils se sont tellement habitués à ne plus sortir puis à rester à l'intérieur OK. que maintenant, ils n'ont plus la motivation ou ces choses-là. Fait que parfois, là, juste d'avoir un petit plus, une crème glacée ou quelque chose comme ça, ça va les motiver puis ça va leur donner le goût de justement Oui. d'aller à l'extérieur, de voir des gens, de socialiser. Alors que s'ils sortent jamais, peut-être même c'est toi qui es plus spécialisé en santé mentale que moi, là, mais est-ce que ça peut leur développer de l'anxiété de sortir après ça? Oui, effectivement, c'est ça qu'on a vu d'ailleurs là, depuis la COVID. Il y en a de plus en plus là, qu'on voit des anxiétés sociales, de l'agoraphobie, ces choses-là. Là. Fait qu'on voit vraiment un impact négatif, là. C'est déjà la fin de l'épisode, mais j'ai encore une question pour toi. Est-ce que tu aimes encore ta profession? Oui, j'aime encore ma profession. Par contre, je mets toujours trois petits points en disant c'est pas une profession facile. Non. Tu sais, moi, je l'entends souvent, puis à chaque fois, ça me met vraiment en colère. Des gens qui me disent ouais, mais tu savais dans quoi tu t'embarquais. Non, parce que moi, quand j'ai commencé, puis ça fait pas très longtemps, il y a quelques années, je m'attendais pas à ce que ça en vienne à ça, justement. Parce que là, c'est le pire du pire, si on veut. Puis on voit pas la lumière au bout du tunnel. Donc non, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Par contre, j'aime encore aider les gens. J'ai encore de la satisfaction au travail. Ma paye, c'est encore quand mes patients vont mieux. Mais c'est sûr que ça va prendre des changements pour qu'on garde notre monde, là. Fait que toi, tu remets pas en doute, mais en même temps, tu comprends ceux qui le font. Oui, oui, puis je suis pas capable de dire que je vais faire ma carrière jusqu'à la fin dans ça. Ah oui? Non. Il y a pas, tu sais, pour être franche, moi, il n'y a pas une année où est-ce que je remets pas ma carrière en question. Ok, ben tu l'as déjà fait une fois démissionner. Fait Mhm. que probablement que tu connais bien tes limites. Oui, Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était vraiment intéressant. La santé mentale, c'est pas juste pour les patients, on l'a vu, hein, le personnel est confronté à beaucoup de situations qui peuvent nous affecter. Donc, je suis certain que ton témoignage a touché beaucoup de gens. ben un gros merci. Merci pour l'écoute et le partage. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Bye. On a parlé de santé mentale, de soignants en détresse, de violence institutionnelle. Le point commun de tous ces sujets, c'est quoi? Ils sont tabous, malheureusement. Mais ici, dans Réseau Enfer, on ose en parler parce que c'est le meilleur remède pour changer les choses. Si tu as aimé cet épisode, fais ce que tout bon soignant fait, partage le remède. Clique, commente, abonne-toi. Et d'ici le prochain épisode, fais le plein de zénitude car on va parler d'un autre sujet chaud et choquant. Notre invité était famille d'accueil pour des personnes avec handicap intellectuel et vous n'êtes pas prêt à entendre à quel point le réseau les maltraite. Personne n'en parle dans les médias, mais c'est carrément un scandale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une très belle semaine.